Salut, c'est Crado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Vilaine séance, aujourd'hui 1,8% et beaucoup d'éléments qui sont inquiétants. Le premier élément inquiétant, c'est que la physionomie de la bougie ne laisse pas a priori penser que la baisse soit terminée puisque bon, elle est rouge, ça veut dire que la pression baissière s'est manifestée tout au long de la séance et on termine dans le tiers baissier plus tôt et ça veut dire que normalement il y a plus de chances pour qu'on continue de baisser que de monter, surtout que les bougies Aiki Nashi, mais ça c'est pas nouveau, on en a déjà eu une hier comme ça et baissière puisque vous savez que c'est une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit ça là va dans le même sens et oui je sais, je suis pénible, on me le dit souvent, mais tree line break encore une fois. Vous voyez, je vous le dis, il n'y a rien qui fonctionne tout le temps, mais le three line break doit vraiment faire partie de votre arsenal, hein. Ne serait-ce que pour jouer un rôle de filtre quand vous voyez qu'un premier bloc rouge est dessiné. Il est plausible qu'il y ait un deuxième bloc rouge. Je suis simplement en train de vous dire que lorsque vous avez un premier bloc rouge, eh bien, il peut être opportun d'avoir un biais relativement baissier par rapport aux autres signaux qui pourraient apparaître. Bref, un biais, un filtre, hein. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a réussi à combler un gap, enfin le gap qui avait déjà été comblé partiellement par cette bougie. Il reste un gap résiduel ici. J'ai du mal à croire que les baissiers ne chercheront pas à combler le résidu, hein, de ce gap là. Maintenant, le problème, c'est que c'était potentiellement un gap de continuation, on le sait. Et comme il s'agissait d'un potentiel gap de continuation, on avait un objectif assez ambitieux qui était de prendre le chemin parcouru avant le gap, reporter par-delà le gap, ce qui veut dire on avait un objectif qui était d'aller chercher bien au-delà des résistances, qui aurait été quand même bien intéressant puisque cela signifiait que les bouchons auraient sauté. Et là, si le gap est comblé, et rien ne garantit qu'il le soit, hein, mais c'est un risque, et bien c'en est terminé de ce gap de continuation, qui serait donc comme souvent un gap commun lorsqu'on est en période de latéralisation. Et faut-il rappeler que pour l'instant on est dans un gap de latéralisation, hein, puisque bon, on est pris en sandwich entre support et résistance importante, eh bien ça voudrait dire donc qu'une latéralisation plus longue que prévu pourrait se mettre en place. Regardez également autre chose, c'est au niveau du gap qui a été ouvert cette fois et dont l'objectif n'a pas été rallié, puisque s'il s'agit d'un gap de continuation ou s'il s'agit d'un gap de rupture, à minima, c'est la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap. Et malheureusement, ça se joue pas à grand-chose, mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc ça veut dire que la fête des baissiers n'est peut-être pas terminée. De toute manière, la progression à laquelle on assistait ici, hein, depuis plus d'un mois était tellement forte, tellement violente qu'il était difficile d'envisager que l'on puisse continuer sur cette cadence. Et comme vous le savez, quand une consolidation se met en place, il peut être opportun de tracer des Fibonacci pour y voir un petit peu plus clair. Comme vous pouvez le voir, on a clôturé en dessous des 23,6% de Fibonacci, qui était un premier objectif de la consolidation. Et on n'a pas réussi à préserver les 23,6. Hein. Donc par définition, on l'a cassé. Et donc un retour sur les 38,2% de Fibonacci semble quand même assez jouable. À titre personnel, je pense que les acheteurs ne devraient pas apparaître avant les 50% de Fibonacci. Et une fois qu'on est allé chercher les 50% de Fibonacci, pourquoi ne pas envisager une petite attaque baissière pour aller prendre appui sur le support intermédiaire? Enfin, j'en sais rien. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Il faut vraiment bien comprendre. Tout n'est que statistique et ratio gain-risque. Mais voilà, un retour sur les 6200 me semble quand même assez envisageable, hein. Je vous rappelle, même si ça c'est un petit peu décousu, que on est toujours sous le coup, enfin non, sous la menace d'un refus de médiane. Alors je suis désolé si vous rentrez de vacances ou si vous découvrez mon format, ça va pas être facile. Mais l'idée c'est que j'avais expliqué que je pensais qu'il était difficile d'envisager de rallier la médiane. Du coup, j'envisageais un refus de médiane. Refus de médiane, ça veut dire casser la fourchette d'Andrews avant que l'on en ait rallié la médiane, et ça, à la clé, ça veut dire accélération baissière, avec possibilité d'aller chercher cette zone-là. Okay, bon, regardez mes précédentes vidéos, ou alors vous pouvez regarder également le module sur les fourchettes d'Andrews du pack Total Trado si vous voulez avoir des exercices corrigés. Mais voilà l'enjeu des données hebdomadaires actuellement. Alors au niveau des éléments techniques, on le sait, hein, c'est forcément moins bon, hein, avec un moyen mobile à 7 jours qui a lâché. Regardez, on est maintenant en dessous d'une M7 qui descend, donc la tendance immédiate elle est baissière.
La moyenne mobile à 20 périodes, elle est cassée également. Donc la tendance immédiate, elle est neutre puisque la 20 monte encore. La moyenne mobile à 50 jours est vaillante. La bonne nouvelle, c'est qu'elle monte encore. Donc c'est-à-dire que la tendance de fond demeure haussière. Et petite parenthèse pour la tendance de long terme, puisque vous savez qu'il y a deux façons. Traditionnellement, c'est la moyenne mobile à 200 jours que l'on regarde. Okay, et ça se passe de commentaires. On a buté exactement dessus, autrement dit elle était suivie, et j'avais expliqué que certains qui préfèrent plus de nervosité, de réactivité, regardent plutôt la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, et comme vous pouvez le voir, on est repassé en dessous, donc là pour le coup la tendance est redevenue baissière pour la moyenne mobile exponentielle, et elle n'a jamais été haussière pour la moyenne mobile à 200 jours. Hein. À noter également le travail assez impressionnant du SAR et du Supertrend pour des raisons différentes. Le SAR, on le sait, on l'a dit, hein, quand on casse le SAR, il est rare que l'on fasse le voyage pour rien. Et généralement, il y a des bougies qui vont plus bas que le plus bas de la journée de cassure du SAR. Bon, bah, ça a été fait avant-hier et ça a été fait hier encore. Le Supertrend a bien tenu. J'en parle parce que si jamais le Supertrend casse, vous savez ce que ça veut dire. Et si vous voulez un coup d'avance, eh bien autant le savoir tout de suite. Hein. Si on casse le Supertrend, il est rare que l'on n'aille pas plus bas que la bougie de cassure du Supertrend. Ça, il faut le savoir également. Ce qui nous amène au backtest du jour. Alors, backtest, on va regarder. Alors là, pour le coup, c'est un des indicateurs techniques les plus pépères. Et l'avantage, c'est que, encore une fois, il fait rarement le déplacement pour rien. J'ai nommé le Trix. Alors, c'est pas le seul, j'en parle tout de suite avant de l'oublier, mais l'Arun a également donné un signal baissier. Ok, mais je vais tester le Trix aujourd'hui. Et comme vous le savez, moi je me méfie énormément de la qualité et surtout de la symétrie entre les signaux haussiers et les baissiers. Alors c'est vrai que quand on débute, on pense que ce qui est vrai à la hausse est vrai à la baisse, c'est faux. Et c'est pour ça, j'ouvre notre parenthèse, que moi j'aime bien travailler le Forex également, parce que sur le Forex, c'est généralement vrai. Okay, mais pour les actions et pour les indices, c'est généralement faux. En l'occurrence, regardons ici ce qui se passe lorsque le Trix croise son signal à la baisse. Okay, et on va regarder trois choses. Un, est-ce que lorsque l'on casse le Trix casse son signal, il est plus plausible de faire un plus bas ou pas? 2, est-ce qu'il est possible d'envisager faire une fois la distance au stop de protection et 3, est-il possible d'envisager 2 fois la distance au stop de protection? Alors je vais vous donner un exemple qui fonctionne, ça sera toujours plus facile. Regardez sur cette bougie, non pas là, on va prendre quelque chose de plus simple, voilà ici. Ok, donc là le signal il a été donné sur cette bougie-ci, là, ok. Une fois que le signal a été donné sur cette bougie-là, a-t-on clôturé plus bas ou pas? Ok, et vous voyez, c'est un premier pouce vert parce que oui, on a clôturé plus bas avant de repasser au-dessus des précédents sommets du cycle haussier du Trix. Hein. Après, je vais un peu vite en besogne, excusez-moi si vous êtes débutant. Ça, c'est le cycle haussier du Trix. Ça, c'est un cycle baissier de Trix. On prend le plus haut du cycle haussier de Trix. Il est là. Et l'objectif, c'est de regarder si on va faire ce que j'ai dit qu'on ferait avant d'aller chercher un contact avec le plus haut. Donc, vous voyez, on a bien clôturé plus bas que cette bougie-là. Est-ce qu'on a fait au moins la distance au plus haut? Regardez, je vais vous montrer. Tac, c'est ici. Donc, a-t-on fait au moins 2,54 avant d'aller vers 2,54? Parce qu'on a fait moins 2,54 d'abord, oui, on a fait même beaucoup plus. On est allé 12, 13, 14, 15. Donc, on est allé deux fois, on est allé une fois, on est allé deux fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces. Ok. Et là, je vous montre un triple échec pour que vous compreniez. Non, bah là, je vais vous montrer celui-là, c'est facile. Donc là, il y a bien un premier pouce vert parce que lorsque le signal a été donné sur cette bougie-ci, ok, on a bien clôturé plus bas que cette bougie-là, ici. Donc c'est un pouce vert, mais par contre, on n'a pas fait ni une fois ni deux fois la distance au plus haut. Donc 10,80, ouais, au mieux, on a fait moins 2,60 avant de repasser au-dessus. C'était la semaine dernière. Donc il y a un pouce vert et 2 pouces rouges. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je vous montre ça. Alors, je me suis laissé un petit peu emporter par les exemples. Et attendez, voilà, je recale. Et j'ai fait, au lieu de faire 30 exemplaires comme je fais d'habitude, ce qui est de toute manière insuffisant, j'en ai fait 37. 37, c'est mieux que 30, mais 37, ça reste quand même insuffisant pour tirer des conclusions. Donc, tout ce que je dis est donné simplement à titre pédagogique pour vous montrer comment je travaille, sans aucune prétention de vouloir faire preuve d'aucune scientificité. Pardon.
Et voilà, le résultat est le suivant. Sur 37 occurrences, dans 30 cas, on est allé plus bas que la bougie qui a cassé son signal. Et dans 7 cas, on ne l'a pas fait. Autrement dit, dans 81% des cas, on a clôturé plus bas que que la bougie de clôture de la bougie de signal. Lorsqu'on regarde une fois l'objectif, eh bien c'est du 50-50, hein. 19 fois on est allé plus bas, 18 fois on n'est pas allé plus bas, donc ça fait 51%, 49%. Ça veut dire que si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 19 fois 1000, 19 000, on aurait perdu 18 fois 1000, 18 000, bref un gain net de 1000 euros. Bon, autant dire que c'est d'une chance sur deux et que c'est pas rentable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on vise 2 fois le risque, eh bien 16 fois on a eu raison, 21 fois on a eu tort, mais on a gagné 16 fois 2000, donc 32 000, et on a perdu 21 fois 1000, 21 000, 32 moins 21, ça fait 11 000, c'est rentable. Autrement dit, est-il plausible qu'à partir de maintenant, eh bien on clôture plus bas que 6378, oui, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, on aurait 81% de chances d'aller plus bas. Donc peu de chances pour que la baisse soit terminée. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse moins 3,61 avant de faire plus 3,61? Une chance sur deux, ok. Donc une chance sur deux d'aller clairement aller chercher le support intermédiaire que je veux. Donc c'est pas délirant non plus de le viser puisqu'on a une chance sur deux. Par contre, est-ce qu'il est possible qu'on fasse 2 fois la distance, moins 3,6 et moins 3,6, ça fait moins 7,2. Est-ce qu'il est envisageable que l'on retourne finalement sur le gros support ici qui nous a intéressé? 43% de chance contre 57%. Autrement dit, il est plus plausible qu'on ne le fasse pas plutôt qu'on le fasse, mais ça reste quand même un pari intéressant puisqu'on gagne beaucoup plus quand on a raison, 2 fois plus qu'on on perd quand on a tort. Donc c'est un pari qui peut valoir la peine. Enfin, encore une fois, ça n'a aucune valeur scientifique ce que je donne, c'est du partage éducatif. Et on va terminer avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui nous dit que on pouvait s'y attendre. Hein. Je veux dire que on avait un objectif. Cet objectif avait été rallié au point près. L'objectif c'était la distance au twist, reporté par-delà le twist. J'en ai beaucoup parlé déjà, mais vraiment ça s'est joué vraiment au point près. C'est pour ça que je suis rentré à la baisse. Et à partir de maintenant, on peut envisager n'importe quoi. On n'a rien pour ça. L'objectif a été rallié. Maintenant, il faut attendre autre chose et on attend donc. Hein. Ce qui nous amène pour terminer aux trades du jour. Et les trades du jour, eh bien, alors si vous êtes baissier, vous pouvez parier sur une continuation de la baisse comme on l'a fait avec le Trix. Hein, vous avez compris ce que j'ai backtesté. Si vous êtes haussier, vous avez 3 solutions, enfin non, 2 solutions évidentes. La première solution évidente, c'est de parier sur le fait que on va descendre. Et à ce moment-là, il faut acheter, mettre un stop de protection là et parier sur un rebond. Ça me semble assez classique. Et la deuxième façon de faire, c'est de construire sa position, hein, un petit peu à l'inverse de ce que j'ai fait en pariant à la baisse, et à parier à la hausse, mais rentrer en plusieurs fois, rentrer par exemple un peu ici, un peu là, et parier qu'on va remonter, faire du trading range. Donc c'est pareil, il s'agit de construire sa position. Quant à moi, bon, vous le savez, je suis rentré à la baisse tout simplement parce que j'avais utilisé la règle du twist. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais jamais ce qui va se passer de toute manière. Si on va chercher le support intermédiaire ici, je prendrai une partie de mes bénéfices et je mettrai le reste des bénéfices à courir avec un stop de protection sur le SAR. Ce qui m'embête, je vais vous dire, c'est pour ça que je balbutie un petit peu, c'est que dans ma tête, on doit aller chercher cette zone-là. Ok, c'était ce que j'avais en tête, là, un trading range avec la résistance hebdomadaire ici. Donc je crois qu'on est toujours sous le coup d'un faux signal qui nous amènerait à monter pour redescendre. Et donc je ne veux pas non plus laisser un trade perdant le trade gagnant devenir perdant. Donc quelle que soit la manière dont je procède, je veux sortir avec un profit parce que sinon c'est péché, quoi. Et donc je mets mon stop de protection sur le SAR tout en prenant la moitié pas la moitié, une partie de mes gains sur le support intermédiaire. Mais attention, tout ce que je dis c'est donné à titre éducatif, hein. Ne copiez pas ce que je dis, ça n'a aucun sens, hein. Je vous donne pas des signaux, je vous montre comment je travaille. On termine avec les données horaires pour ceux qui veulent faire du trading intraday. Et voilà les zones qui m'intéressent. Donc en trading intraday,
Il y a la possibilité, mais moi ça ne m'intéresse pas, d'acheter maintenant. Regardez, une bougie d'inversion de tendance ici, hein. Donc certains vont pouvoir acheter en mettant un stop de... Imaginons qu'on ait une nouvelle attaque baissière comme ça. Ok, ce qu'on peut faire, c'est laisser descendre. Et si jamais on remonte plus haut que cette bougie-là, ce sera assez classique, hein, acheter et mettre un stop de protection en dessous de cette zone. Et puis viser au moins la distance au stop de protection, mais au-dessus. Bon, c'est une façon de faire. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, bon, soit vous pariez sur l'accélération de la baisse, ce qui est toujours possible, soit vous attendez que l'on remonte sur cette zone-là, qui est c'est un vivier de baissier, cette zone, pour parier sur un retour de la baisse. Okay, c'est une possibilité aussi, stop de protection au-dessus de la zone, notamment avec la méthode de la Terre si vous désirez. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire IG, hein, sans doute le meilleur broker pour faire du trading. Je vous souhaite une excellente journée et si vous avez regretté de ne pas avoir acheté sur les plus bas, 13% plus bas en fait, hein, c'était il y a... en juin, c'est-à-dire avant que l'on a eu progressé de 14% en fait, ne loupez pas les zones d'accumulation rationnelle, hein, que j'ai développées pour vous, encore une fois à condition que vous pensez qu'on va remonter après avoir une attaque baissière, sinon il n'y a pas le feu. À demain pour la mise à jour.